Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je poursuis ma découverte du très riche cinéma italien d'antan qui a fourni tant de belles œuvres et j'approfondis ici la filmographie de Roberto Rossellini. Il y a quelques semaines j'ai évoqué son Stromboli, et bien il va être question, je crois, du suivant, sorti en 1952, Europa 51 ou Europe 51 si vous préférez, avec à nouveau dans le rôle principal sa muse et désormais compagne à l'époque, Ingrid Bergman. Et à ses côtés nous avons un Canadien qui a fui le macartisme d'ailleurs aux États-Unis, mais qui ne joue pas un communiste ici, c'est le contraire, un certain Alexander Knox. Il y a aussi Ettore Giannini qui lui pour le coup joue un communiste et c'est son seul rôle au cinéma, lui qui a été scénariste et réalisateur. Citons aussi les présences de William Tubbs, le jeune Sandro Franklin, malheureusement qui ne fera pas long feu dans le métrage et pour cause, et aussi Giulietta Massina, et oui, qui avait déjà joué pour Rossellini, mais qui sera surtout reconnu peu après dans La Strada de Fellini. Alors il s'agit d'un véritable drame social ici, très néo-réaliste italien bien sûr, peut-être il y revient plus ici par rapport à Stromboli. Bon. Et on va y suivre Irène Girard, donc ça c'est le personnage de Ingrid Bergman qui est mariée à un riche gars, je crois que c'est un Américain qui est venu faire fortune aux États-Unis, ça c'est intéressant, avec un nom francophone, mais bon, peu importe. Ça donne d'ailleurs peut-être une indication sur le titre aussi, une sorte de multiculturalisme même à travers les patronymes, mais bon, c'est quand même un Américain je pense. Je crois, j'ai un petit doute, mais bon bref, corrigez-moi en commentaire si c'est pas le cas. Et elle est à fond dans cette vie bourgeoise ou pas, elle est un petit peu enfermée dedans, et elle délaisse son fils depuis que celui-ci n'est plus vraiment un enfant, elle lui dit « T'es un homme mon fils, il doit avoir 12 ans, mais hop, voilà ». Et le gamin, il n'est pas du tout, on va dire, prêt à cela, et il se languit auprès de sa maman, qui le délaisse. Tout simplement pour la vie sociale de bourgeoisie, notamment une réception à la maison, tout ça, alors que le gamin, lui, reste à côté, à essayer de dormir ou pas. Donc c'est assez tendu quand même, dès le départ. Et on voit le fils, à un moment même, face au miroir, il essaye de se mettre une petite ficelle autour du cou. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour cause, le temps de cette soirée-là, il va tenter de se suicider. Alors ça, c'est dans le synopsis de base, c'est pas une surprise, c'est pas un spoil, c'est au bout de 10 minutes de film. Il va se jeter dans les escaliers. Il survit. Mais alors, comble de l'ironie du sort et du destin, il va périr à l'hôpital d'une embolie, je crois, alors que sa mère s'était jurée à ce moment-là d'être plus proche, voilà, elle faisait amende honorable, culpabilité et tout, maintenant, mon fils, on va reprendre à zéro, etc. Bah non, pas du tout. Donc, va s'en suivre période de deuil compliquée, où pendant une dizaine de jours, elle ne va pas sortir de chez elle, même de son lit. Et elle va converser avec donc l'intellectuel communiste joué par Ettore Giannini, qui, peu à peu, en la sortant, si on veut, va lui faire découvrir la vie autour. Elle va sortir donc de cette bourgeoisie individualiste qui, indirectement, de toute façon, a précipité la mort de son fils. Et elle va, mais alors quasiment soudainement, et de façon assez spectaculaire, s'ouvrir aux autres. Prendre sous son aile une femme qui a eu des enfants de divers compagnons, une prostituée malade, etc., etc. Et du coup, elle va délaisser le foyer, l'époux, qui ne comprend pas le délire et qui commence à se demander si elle n'est pas un peu folle. Bah oui, parce que si tu vas aider les pauvres, forcément, avec ta condition sociale de riche, tu parais fou. Vous voyez un peu le message de Rossellini derrière. Et il va s'en suivre tout un truc qui va faire que petit à petit dans le film, Irène va s'élever spirituellement et sortir de son individualité, gagner une forme de liberté en entrant dans une forme de vérité par rapport au lien qu'elle va tisser avec les autres. Un désintérêt de soi crescendo qui vient aussi de cette culpabilité. Elle se désincarne parce qu'elle déteste ce qu'elle a pu être, elle s'en est pas rendue compte jusqu'à la mort de son fils. Vous voyez un peu le truc là qui se tisse, c'est assez fort. Et j'ai envie de dire qu'avec ce film, Rossellini, il reprend là où il s'était arrêté à la fin d'Allemagne année zéro, puisque, bon, mini spoiler pour ce film, si vous ne l'avez pas vu, mais c'est comme ça, à la fin de celui-ci, il y a un enfant qui meurt quand même, et qui peut-être s'est suicidé, probablement même. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe au début, et derrière, Rossellini, il met les humains face un petit peu à la situation de l'époque. On est quand même en 51, enfin le film est tourné en 51, il sort en 52, mais voilà.
peu après la fin de la guerre, enfin quelques années après quand même, mais justement, Rossellini il questionne la reconstruction italienne de cette époque, et il tire à boulet rouge sur tout le monde. Déjà, bon, évidemment, il est traumatisé par cette guerre, Rossellini, et puis il l'a montré avant, hein, Rome ville ouverte aussi, pas que Allemagne année zéro. Et là, évidemment, nous avons l'enfant de la guerre, celui qui n'a connu que cela, hein, il est né probablement au moment du film vers 39, donc... Ouais. Là, il n'y a que quelques années qui se sont passées depuis qu'il a pu grandir dans un état de paix, mais lui, il n'a peut-être pas eu vraiment d'enfance suffisamment, qui fait que le faire devenir homme adulte, comme elle le dit, à l'âge de 12 ans, c'est absolument un contresens. Elle s'en est pas rendu compte. Et lui, il y a eu ce traumatisme. Et pourtant, voilà, dans cette idée-là, elle en parle à son gamin quand même. Oui, la guerre, rappelle-toi. Limite, elle en parle presque de façon nostalgique, ça n'a aucun sens. Nostalgique en sens, dans le sens pardon, où il était petit et tout, mais c'était quand même la guerre. Donc là, il y a déjà quelque chose qui ne colle pas, qui fait que le drame va se précipiter de toute façon. Donc il y a ce premier postulat, et après, qu'est devenu l'Italie après? Forcément, certains qui se sont enrichis de façon bourgeoise, avec même donc des étrangers qui sont venus aux States pour cela, mais là, le mari donc, de Irène est venu avant la Seconde Guerre mondiale, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais quand même, on peut imaginer déjà que l'Italie se fait un peu, on va dire, influencée par ce capitalisme venu d'ailleurs, représenté ici par le mari. Donc il y a la bourgeoisie, certains sont devenus d'autant plus riches après la reconstruction. Il y a la montée du communisme, évidemment. Alors là, on pourrait se dire que Rossellini est proche de ses idées, dans un sens oui, mais il va justement, on va dire, accuser ici une forme de communisme en pantoufle, de façon simple de le dire, qui est plus en train de se structurer de façon bureaucratique, etc., en organisation, et qui commence à délaisser vraiment le vrai altruisme direct face à une population très pauvre. Donc voilà. Et bien sûr, il y a la religion qui est pointée du doigt. Alors là, c'est très fort, parce que Rossellini, c'est un chrétien. Et là, dans un sens, on sent qu'il y a une élévation spirituelle à travers ce film, une sanctification, si vous voulez, du personnage d'Irène assez progressif, qui fait qu'on voit ici un personnage qui se rapproche de façon la plus pure possible du divin. Ça, c'est donc chrétien, mais justement, Rossellini, il n'est pas d'accord, du coup, ici, il montre, on va dire, peut-être une certaine colère envers cette église qui, comme le communisme, au final, est trop structurée, et on oublie les vrais gens, d'une certaine manière. D'ailleurs, peut-être qu'à travers ce film, il veut montrer aussi, attention, aux gens qui ont des idées de gauche, comme lui, attention de ne pas faire les mêmes erreurs, etc. Il faut rester proche de son prochain, de ça, des gens. Et c'est marrant parce que communisme et religion ensemble, ça ne va pas de pair normalement, mais Rossellini ici, il a envie, quelque part, de triturer cela. C'est l'Italie, quoi. Il parle de son Italie, qui a ici 3 courants qui peuvent plus ou moins se rejoindre, ou pas, justement, selon. Parce qu'au final, la religion chrétienne, et tout, peut-être, à sa fondation, était proche des gens, donc d'une forme de progressisme communiste, si vous voulez, mais au fil des décennies, des siècles, elle s'est, on va dire, plutôt rapprochée de la bourgeoisie quand même, et du pouvoir. Vous voyez un petit peu ici la dichotomie, ce film le montre. Et à travers donc le personnage d'Irène, évidemment, qui, plus elle va aider, plus elle va être considérée comme une paria. Et en soi, elle s'en fiche, parce qu'elle veut se décloisonner de cette bourgeoisie-là, et forcément sortir d'elle-même presque. C'est comme si elle était un peu morte avec son fils, et qu'à un moment, il y a son âme qui appelle à autre chose, qui veut englober et aider les autres. Donc ça, c'est fort. C'est très fort, et puis la mise en scène, elle est parfaite là-dessus. C'est que, si vous voulez, on est vraiment dans ce néo-réalisme, mais le film commence par une forme de huis clos bourgeoisie, presque une forme de hantise. T'as presque des codes du film de la maison hantée, alors j'exagère un peu, mais dans les rapports enfermés comme cela, il y a quelque chose qui est un peu flippant et très traumatisant avant ce qui va arriver. Donc quand ça explose, t'es presque pas surpris, vu l'atmosphère. Pourtant, le film s'ouvre en extérieur, avec des gens qui parlent d'une grève en cours, mais bon, ils préfèrent dire qu'ils ont mal aux pieds. Et hop, il y a la voiture qui passe très luxueuse, donc avec Irène dedans, qui conduit tranquille, en mode... elle ne fait que passer, ce qui se passe autour n'existe pas. Justement, rien n'existe autour d'elle jusqu'au moment où la réalité va se rappeler donc à son existence, et elle va essayer de sortir de cette existence pour enfin découvrir le vrai monde.
Et après, on a forcément ces plans sur un Rome plus pauvre. Donc là, on retrouve un Rossellini, si vous voulez, plus dans le temps. Et des moments même qui, à certains instants, me fait me demander si Pier Paolo Pasolini, qui était jeune à l'époque, hein, je pense pas qu'il avait fait son premier... Non, il n'avait pas fait son premier film du tout. Je me demande s'il n'a pas été inspiré, par exemple, par ce film-là. Peut-être pour Akaton et peut-être encore plus pour Mamma Roma. Je dis cela par rapport voilà, à la frange populaire et tout, à la religion. Il y a quand même des trucs là-dedans qui me font dire certaines choses. Mais bon, j'ai fait j'ai tapé hein, sur Wikipédia, pas Wikipédia, sur Google, vite fait, s'il pouvait y avoir un lien, j'ai rien trouvé sur une première page et tout, donc je ne sais pas si des gens se sont penchés là-dessus ou s'il s'est exprimé à ce sujet, Pasolini, mais j'ai senti 2-3 trucs, même dans certains endroits filmés, un peu donc dans des quartiers plus populaires. Et donc après, bah, il se passe ce qui se passe. Il y a des face-à-face assez forts, hein, forcément, dans le film, notamment avec un prêtre à la fin. Justement, il y a 2 idées de religion hein, qui s'opposent. Si vous voulez, voyez ce que je veux dire, parce que je reviens à ce que je dis avant. Hein. Et il y a des moments il y a plusieurs échos dans le film, en soi. Évidemment, autour du visage de Bergman, entre autres, mais pas que, la présence, au sens large, mais plusieurs fois au chevet. C'est-à-dire que c'est une femme qui va être au chevet d'abord de son fils pour le calmer et tout. Voilà, t'es grand maintenant. Après, au chevet de son fils qui donc a survécu et qui va tomber malade. Bon, voilà. Et après au chevet, plus ou moins donc d'une femme et d'une prostituée surtout, qui est malade aussi, vous voyez tout cela, et la mort est partout, hein, de toute façon à un moment, et à la fin d'une jeune femme, je ne dis pas dans quel contexte, pour la calmer. C'est-à-dire que vous la voyez plusieurs fois au chevet, vous voyez à travers ces scènes où elle est au chevet de certaines personnes, femmes ou son fils, et bien l'évolution. Et ça se voit aussi dans son regard et dans sa façon de parler et tout. Mais ces plans sont filmés tous de la même manière. Avec Ingrid Bergman sur, on va dire, la gauche du cadre, et avec la personne invitée à côté d'elle. C'est intéressant ça, parce que ça m'a marqué. Donc il y a quelque chose... voilà. Et puis, oui, c'est un film qui est très âpre, hein, radical, attention, parce qu'il n'a pas plu à grand monde, forcément, à sa sortie. Il n'a pas plu à la bourgeoisie, il n'a pas plu aux communistes non plus, et aux chrétiens, enfin... Rossellini s'est mis pas mal de gens à dos, mais il a voulu dire ce qu'il a voulu dire. Quoi. Et c'est marrant parce que c'est un geste très libre et individuel de cinéma qui appelle à une collectivité absolue et à transcender son être, à sortir de cet égocentrisme. Et pourtant le film en soi, il l'est un peu dans, on va dire, sa partition. C'est vraiment intéressant. Bref, c'est un film qui m'a marqué, et qui va me marquer quelques temps. Pas forcément facile d'en parler, hein, désolé, pour ça c'est un procédé critique, vous avez l'habitude si vous connaissez ma chaîne. Mais ce n'est qu'une ouverture pour pouvoir prolonger, on va dire, la discussion, l'analyse, les échanges en commentaire. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, ce que vous en avez tiré personnellement, s'il est important pour vous ou pas. Et donc on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!